Bienvenue sur cette émission de géopolitique. Au sommet de l'émission, les reprises entre la guerre à ses portes, la recomposition du commerce mondial et l'urgence climatique. Pour réaliser ce thème, je suis accompagné de M. Etoga. M. Etoga, bonsoir. Bonsoir et merci de votre invitation. C'est toujours un plaisir de partager le plateau avec vous et d'accompagner vos différents auditeurs quant aux thématiques que vous mettez sur la scène nationale et internationale. Face aux géants que sont les États-Unis, la Chine, l'Europe semble parfois chercher sa place. Au-delà des discours sur le déclin, quelles sont aujourd'hui les opportunités stratégiques que l'Union européenne doit absolument saisir pour exister dans ce monde multipolaire? Alors, je serai péremptoire sur la question pour ne pas plonger dans un discours teinté de fioriture. Pour dire simplement que l'Europe doit reconquérir sa souveraineté au regard de l'évolution internationale. Ils ont plus besoin de souveraineté qu'autre chose. Je le dis pour la simple et bonne raison que les États-Unis sont dans une stratégie qui a été édictée au niveau du plan 2025, la NSS 2025, qui définit la stratégie de sécurité nationale des États-Unis, qui englobe, n'est-ce pas, les États-Unis, non pas les États-Unis, mais plutôt l'Union européenne et plein d'autres pays, dans la mesure où ce pays qu'on qualifie aujourd'hui, qui se qualifie aujourd'hui de superpuissance, si on veut citer son président, considère que le monde doit être régi par une certaine unipolarité, c'est-à-dire on retourne dans un statu quo. Pourtant, les besoins, ou alors le besoin que le monde souhaite avoir aujourd'hui, c'est l'avènement d'une certaine multipolarité. Et donc, l'Union européenne doit affirmer sa souveraineté, n'est-ce pas, auprès des États-Unis et respecter la souveraineté des autres États pour consolider, n'est-ce pas, les relations internationales qui sont plus ou moins chamboulées aujourd'hui au regard, n'est-ce pas, des événements qui se passent en Iran. Et donc, la voix de l'Union européenne ne compte plus, ou alors ne compte pas ou n'a jamais compté, parce qu'on a toujours considéré qu'elle a été depuis belle lurette sous la coupole des États-Unis. Et là, le point important pour, n'est-ce pas, signaler qu'il est temps pour cette institution-là, si elle se veut encore respectée et respectable, d'affirmer, n'est-ce pas, son indépendance ou alors sa pleine souveraineté à l'égard des États-Unis. On peut, n'est-ce pas, extrapoler en disant que sa souveraineté doit passer inéluctablement par l'affirmation de sa capacité économique, l'affirmation, n'est-ce pas, de sa capacité culturelle, l'affirmation de ses opportunités en termes de commerce international et l'affirmation même, n'est-ce pas, de sa parole diplomatique qui est aujourd'hui en porte-à-faux avec les aspirations des États-Unis. Et cela a été, n'est-ce pas, bien édicté et bien manifesté dans le document que j'ai cité au préalable, qui a, n'est-ce pas, fait mention de ce que les États-Unis, non pas que les États-Unis, mais plutôt la sphère, la cohésion sociale au niveau de l'Union européenne, de l'Europe. Il ne parle pas de l'Union européenne, il parle de l'Europe, pour la simple bonne raison qu'il ne croit plus en l'institution, mais plutôt croit en l'espace géographique qu'on qualifie Europe, qui a du potentiel. Mais le climat politico-administratif qui régit, n'est-ce pas, cet espace géographique-là est quelque peu chamboulé par la migration, la politique migratoire qui a été mal implémentée, le non-respect des institutions. Vous avez le démembrement de cette institution-là avec le Brexit qui s'est passé. Et donc, on est dans ce qu'ils ont qualifié aussi la désagrégation, n'est-ce pas, de l'Union européenne ou alors de l'Europe qui va fragiliser, qui va aboutir inéluctablement sur la fragilisation de la cohésion sociale. Et donc, vous voyez ici que pour mettre en musique, n'est-ce pas, le bon vouloir de la communauté européenne, il faille que, n'est-ce pas, cette communauté-là s'affirme. Et pour s'affirmer, il faut, n'est-ce pas, revendiquer sa totale souveraineté. Et on voit bien avec, n'est-ce pas,
le traité Mercosur qui fragilise une fois de plus, n'est-ce pas, cette souveraineté-là et qui la place, n'est-ce pas, dans les bras de cet ordre-là. On en reviendra sur le Mercosur, mais est-ce que l'aspect démographique, Donald Trump ne veut pas jouer sur cet aspect démographique? On a au niveau de l'Inde plus d'1 milliard de personnes, on a au niveau de la Chine plus d'1 milliard. Est-ce que contrairement à la Chine et au Japon, l'Europe reste un continent d'immigration? Face aux pénuries de main-d'œuvre, cette dynamique démographique peut-elle être un atout économique à long terme? Est-ce principalement une source de tensions politiques internes? On parle d'immigration constamment, alors qu'on peut constater que l'immigration peut être une source économique à long terme. Oui, c'est un regard qu'on peut naturellement poser, mais au regard de ce document dont je fais mention ici, c'est-à-dire le NSS, la stratégie 2025, édictée par la Maison Blanche, nous fait savoir que la politique migratoire au niveau de l'Europe est mal gérée. Et donc cela va inéluctablement aboutir sur la fragmentation sociale et la fragilisation de la cohésion sociale. Et si on parle de fragilisation de la cohésion sociale, cela part du fait qu'il y a la négation de l'identité européenne qui est remise en question. Mais est-ce que Donald Trump ne vise pas ses intérêts? C'est là où on en vient à ce que je disais au préalable, que l'élément fondamental sur lequel l'Europe doit aujourd'hui travailler, c'est affirmer sa souveraineté. Si cela n'est pas fait, on va aboutir sur les analyses que les think tanks américains ont produites, à savoir que la politique migratoire va fragiliser la cohésion sociale au niveau de l'Europe. Et si cela est fait, on va non plus s'identifier en tant que puissance partenaire, puissance internationale qui participe à l'édification de la communauté internationale et j'en passe. Et non, ici, les États-Unis, dans la stratégie et la sauvegarde des intérêts américains, puisque le document que je fais mention ici est édicté dans la profondeur et le prolongement même de la doctrine de Monroe. On ne va pas revenir dessus puisqu'il y a une émission qui a été faite par vous-même et par mes soins pour, n'est-ce pas, mettre en lumière c'est quoi la stratégie de Monroe. Et donc ce document-là va en droite ligne avec cette doctrine de Monroe et marque ici, n'est-ce pas, l'importance des relations internationales sous le prisme américain. Et ceci étant, on voit bien que l'Europe est en porte-à-faux avec ses intérêts américains qui doivent, n'est-ce pas, capitaliser les intérêts partout où besoin sera. On voit bien leur main, leur prégnance sur la scène européenne quant à ce que les intérêts sont fragilisés. Et naturellement, la politique migratoire est un des éléments pour, n'est-ce pas, conforter, n'est-ce pas, la crainte qu'on pourrait avoir sur les politiques européennes, la crainte qu'on pourrait avoir sur les hommes politiques européens qui n'arrivent pas à satisfaire les besoins des populations quant à créer une saine cohésion sociale entre les différents peuples. Malgré que la politique migratoire tend à être pointée du doigt pour montrer ici qu'elle vient fragiliser, n'est-ce pas, cette cohésion sociale, il faille bien que l'Europe ne tombe pas dans cette idéalisation de la politique migratoire et, pour ma part, doit, n'est-ce pas, reconsidérer cette position-là pour voir en la politique migratoire quelque chose qui peut apporter, non pas qui peut, mais qui apporte non pas que sur le plan économique, mais plutôt sur le plan social même, puisque l'assimilation des peuples, je parle bien d'assimilation des peuples, et même l'acculturation des peuples qui viennent, n'est-ce pas, ici, s'établir sur le continent européen, le font en âme et conscience. Il faille alors que les politiques accompagnent, n'est-ce pas, cette volonté de changer de culture, d'adopter une culture nouvelle, d'adopter, n'est-ce pas, des mœurs nouvelles, que cela ne soit pas en porte-à-faux avec l'identité culturelle européenne qui est plutôt dictée par les États-Unis. Et il faille bien que la souveraineté s'affirme ici pour que l'Europe donne le cap, comme ce fut le cas dans les années-lumière. La guerre en Ukraine et les tensions avec la Chine ont révélé notre indépendance. L'heure est donc au désarmement commercial et au repli
ou au contraire à la multiplication des accords, comme celui récent avec le Mercosur ou le Chili, pour sécuriser nos approvisionnements? Je m'inscris en faux dans cette lecture de la chose, puisque l'Union européenne, au regard des événements qui se déroulent, ils sont en porte-à-faux avec l'évolution du monde. Il faille bien qu'ils se ressaisissent pour se rendre à l'évidence qu'ils n'ont plus une voie certaine sur le commerce international. On voit bien avec, n'est-ce pas, ce qui se passe au niveau du détroit d'Ormuz, je pense que c'est bien ça, d'Ormuz, où l'Iran caporalise 20% du commerce international, ce qui fragilise, n'est-ce pas, les échanges entre les différents pays. Et on voit bien cette position-là est mise en mal dans la posture que l'Union européenne tient au regard, n'est-ce pas, de l'évolution de ce conflit-là. Elle n'a pas de voix, elle n'a jamais eu de voix puisqu'elle n'est pas consultée sur la scène internationale. Donald Trump et le président Netanyahu continuent, n'est-ce pas, de faire valoir leur pleine unipolarité, parce que c'est eux qui caporalisent, n'est-ce pas, l'édification, alors la nouvelle édification du droit international. Le droit international qu'on a connu jadis a disparu. Aujourd'hui, on parle du droit international de la force. Et donc, le document que je ne cesse de faire mention ici parle de paix par la force. C'est bien écrit. On va manifester la paix par la force. Et on voit bien ici que le président Donald Trump est dans la pleine application de ce document-là, qui a été édicté en 2025. Est-ce qu'il était le président à cette époque-là? Je laisse, n'est-ce pas, chacun aller découvrir s'il a été le président à cette époque-là. Ce n'est que l'édification. Et donc, son prédécesseur a certainement travaillé à l'édification de ce document-là pour sa pleine publication. Et la mise en application, on voit bien la continuité administrative des États-Unis qui ne sont jamais en porte-à-faux sur les intérêts vitaux de leur pays. Et cela me permet de dire ici que l'Union européenne, si elle ne se ressaisit pas, on va bien tomber dans cette prophétie que je m'étais aventuré pour dire que d'ici 5 ans, elle disparaîtra si elle ne se ressaisit pas. On voit bien, n'est-ce pas, le comportement de l'Allemagne qui tend déjà à avoir une certaine réticence vis-à-vis, n'est-ce pas, des politiques édictées par l'Union européenne. On voit bien la montée des nationalistes au niveau de la France qui demandent, n'est-ce pas, un Frexit. Et on voit aussi, n'est-ce pas, au niveau de la Belgique et tous ces pays qui constituent l'Union européenne, qui pointent du doigt cette institution-là, qui est incapable de sauvegarder les intérêts européens. C'est alors le lieu pour s'interroger et dire, est-ce que cette institution a encore les moyens nécessaires, n'est-ce pas, pour faire face aux velléités d'une superpuissance ou d'une suprapuissance américano-israélienne, pour, n'est-ce pas, paraphraser ces deux institutions-là qui mènent le monde à volo pour dire que ces deux institutions-là travaillent à ce que leurs intérêts soient sauvegardés partout où besoin sera, selon, n'est-ce pas, les orientations qu'ils auraient choisies. Prenons un peu sur les accords, sur une vision géopolitique. Ne risque-t-on pas, en multipliant les accords bilatéraux avec des puissances moyennes, de simplement remplacer une dépendance vis-à-vis de Moscou ou Pékin par une autre, certes plus amicale, mais tout aussi contraignante vis-à-vis de Washington? Écoutez, le monde ici nous présente une face hideuse. Et cette face hideuse-là ne peut aucunement être glorifiée. La classification des pays en termes de pays forts, de pays faibles, produit ce que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire quoi? On ne peut... Le plus fort va certainement, non pas certainement, va continuellement punir le faible. Le fort va continuellement travailler à ce que le faible reste faible. On voit bien ici la volonté des États-Unis à ne pas voir l'Iran s'émanciper, n'est-ce pas, de sa tutelle. On voit, votre question donne l'opportunité de faire une lecture globale du monde et pointer les idéologies qui s'affrontent, n'est-ce pas, pour l'avènement soit d'une certaine multipolarité ou alors de l'unipolarité, hein, à savoir qu'on reste dans un statu quo. Au regard, n'est-ce pas, de l'idéologie américaine qui est édictée par
la doctrine de Monroe, on voit bien que les velléités ici sont portées par un besoin d'unipolarité, à savoir que c'est elle qui caporalise les richesses mondiales, et c'est elle qui dicte les règles, c'est elle qui dicte le droit international, c'est elle qui dicte, n'est-ce pas, la communauté internationale, qu'elle chapeaute à son bon vouloir. Et la posture, n'est-ce pas, de la Chine, de la Russie, des BRICS, qui sont quelque peu chamboulés avec la position de l'Inde au regard, n'est-ce pas, du conflit au niveau du Moyen-Orient, montre que le monde est dans une phase où les intérêts ont pris le dessus sur l'humain. On ne prime plus, on ne voit plus la primauté de l'humain sur les intérêts quelque peu étatiques, ok, mais l'humain n'est plus au centre de la politique. On ne fait plus la politique pour émanciper l'homme. On fait la politique ici pour s'accaparer certaines richesses, n'est-ce pas, pour voir ici, ne fût-ce un État au regard, n'est-ce pas, de la communauté internationale qui doit voir les pays faibles rester faibles éternellement. Et donc l'idéologie russe et chinoise pointe ici, n'est-ce pas, le besoin du respect de la souveraineté des États, et non le besoin de la souveraineté de l'État, qui porte une idéologie qui se veut plutôt expansionniste au niveau international et même mondial. Et donc, vous voyez ici deux idéologies qui s'affrontent. L'idéologie américaine qui est dans un statu quo au regard de sa doctrine Monroe, et l'idéologie russe, chinoise, avec les routes de la soie et consorts, qui montre que le respect de l'autre passe aussi par la capacité des uns et des autres à considérer l'existence de l'autre et considérer que l'autre doit, n'est-ce pas, jouir de ses propres richesses, jouir, n'est-ce pas, de la manne que le bon Dieu lui a offert et que son existence en dépend. Et donc les États-Unis sont dans la négation de l'existence des intérêts des autres, et l'idéologie russo-chinoise sont dans la magnificence ou alors la reconnaissance de l'existence des intérêts des autres, et travailler à ce que de concert ils conjuguent leurs efforts pour produire l'émancipation de chaque peuple au regard, n'est-ce pas, de besoins de tout un chacun. C'est pourquoi, n'est-ce pas, les différents États qui se sentent aujourd'hui faibles face à des pays forts, vous voyez le président camerounais qui considère que le monde va dans une dérive à nul autre pareil et qu'il faille se ressaisir. Je paraphrase ici son propos quand il adressait, n'est-ce pas, les ambassadeurs, les représentants diplomatiques, n'est-ce pas, à la fin au début de l'année 2026. Vous voyez ici l'avant-gardiste de l'homme qui voit, n'est-ce pas, poindre déjà des conflits qu'on constate aujourd'hui avec, n'est-ce pas, le bombardement de l'Iran et j'en passe. Donc vous voyez ici qu'un pays faible qui a cette lecture-là, mais qui n'est pas en capacité de faire face, n'est-ce pas, à cette suprapuissance qui doit dompter le monde et dominer ses intérêts sur la scène internationale. C'est dire que, n'est-ce pas, les idéologies ici s'affrontent, il faille, n'est-ce pas, le courage de tout un chacun pour affirmer la souveraineté, pour affirmer sa pleine indépendance, pour affirmer, n'est-ce pas, l'émancipation de son peuple au regard, n'est-ce pas, du diktat qui viendrait de l'Hexagone, en l'occurrence des États-Unis. L'Europe, normalement, évidemment, est au cœur de cette guerre, la guerre en Ukraine. Bientôt 3 ans que cette guerre continue de faire des morts. L'Europe a fait preuve d'une unité surprenante, mais les signes de fatigue apparaissent. Quel est le scénario le plus crédible pour l'Ukraine et pour la sécurité européenne dans les 12 et 18 prochains mois? La paix est lointaine, mais elle est certaine. Pour paraphraser une fois de plus le président Paul Biya, la paix est lointaine, mais elle est certaine. Et cela part de la volonté des acteurs. La volonté des acteurs. Ici, en l'occurrence, on voit bien le jeu des intérêts qui fragilise l'avènement de la paix. Les événements qui se déroulent au niveau de l'Iran fragilisent, n'est-ce pas, une quelconque négociation entre le président Poutine et le président Zelensky, qui lui voit ici, n'est-ce pas, l'agression russe, quand le président russe lui voit la sauvegarde des intérêts russes en territoire ukrainien. On voit ici, n'est-ce pas, le même scénario et un 2 poids 2 mesures européen qui fragilise, n'est-ce pas, sa parole internationale quant aux événements qui se déroulent au niveau de l'Iran avec ce bombardement qui est survenu au niveau de l'Iran et plongé, n'est-ce pas, le Moyen-Orient dans ce capharnaüm total. On voit, n'est-ce pas, cette posture
qui, ma foi, n'aide pas à l'avènement d'une quelconque paix, mais consolide, n'est-ce pas, les idéologies, à construire un monde où la guerre est quelque chose de naturel. La guerre est quelque chose de bien. La guerre est quelque chose de fondamental pour l'existence des nations, pour l'existence des États. Et on considère ici l'humain non plus comme une entité ultime, mais comme un objet qui doit, n'est-ce pas, être utilisé pour la sauvegarde des intérêts des superpuissants. Et qui sont les superpuissants? C'est ceux qui ont les moyens nécessaires pour manipuler les masses, les moyens nécessaires pour pousser les plus pauvres, ou alors ceux qui sont considérés comme à la recherche d'un bonheur incertain. Ils seront appâtés et envoyés dans des conflits armés. C'est ce que je vois à l'avenir, si il m'était demandé de faire une certaine prophétie. Mais au regard actuel, on voit bien que les intérêts ont dominé la place internationale. Le commerce international est dominé par les intérêts des uns et des autres. Et donc, qui veut sauvegarder ses intérêts tend ici à magnifier, n'est-ce pas, sa position et son idéologie. Et c'est en cela que le monde aujourd'hui va à volo, parce qu'on ne considère plus que l'émancipation de l'homme est quelque chose d'important. Et les intérêts américains doivent être sauvegardés avec, n'est-ce pas, la philosophie du protectionnisme. Et si aujourd'hui chacun essaye de faire ce protectionnisme-là, on voit bien où ça va poindre. Et donc votre question tombe à point nommé. Qui veut la paix? On voit bien ici que si on veut sauvegarder les intérêts au regard de l'évolution du monde, chacun veut sauvegarder ses intérêts. Et s'il faille protéger ses intérêts, on entre en conflit. Et on parle beaucoup du plan Marshall pour l'Ukraine. Cette reconstruction massive peut-elle devenir un véritable projet industriel et économique pour l'Union européenne, ou restera-t-elle un fardeau financier qui détournera les fonds des États membres? Mais c'est où je voulais en venir. On parle du plan Marshall à la fin d'un processus de guerre. Le plan Marshall est venu quand l'Allemagne avait capitulé. Or, ici, la Russie, je doute fort qu'elle ait capitulé. Je doute fort qu'elle ait déjà énoncé que son opération militaire spéciale est arrivée à son terme. Et donc, le plan Marshall, voulu par la volonté européenne et son acolyte, et son chef, j'ai envie de dire, et son chef américain, ne peut aucunement voir le jour. Quand on voit, n'est-ce pas, les agissements du président Zelensky, qui arrive déjà à menacer un partenaire stratégique, comme le président, je pense, de la Pologne ou de la Hongrie, quant à ce qu'il estime qu'il va mettre à ses trousses des personnes qui lui vont lui faire sa fête. Il y a eu des fonds qui ont été saisis, non? C'est peut-être pour cela que M. Zelensky s'insurge un petit peu. La question des fonds saisis, on ne peut aucunement l'analyser en désaccord avec l'évolution des événements actuels. Vous voyez la position des États-Unis au niveau de l'Iran, son action dans cette sphère géographique qu'on nomme Moyen-Orient, est-ce qu'elle n'est pas identique à celle qu'aurait ou alors qu'a posée la Russie sur ce pays qu'on nomme Ukraine? Je vois ici une similitude à nul autre pareil, mais des positions diamétralement opposés en termes de condamnation des actes qui vont en contradiction avec ce que les hommes eux-mêmes se sont donnés comme règles qui doivent régir le monde, c'est-à-dire le droit international. On voit que ce droit-là est mis à mal, non pas par la volonté du plus faible, mais par la volonté du plus fort. Et si cela est fait, ce n'est pas pour les beaux yeux des uns et des autres, c'est fait à dessein. Et si c'est fait à dessein, c'est parce que ça a été réfléchi. Et d'où on arrive avec ce plan 2025 écrit par les États-Unis qu'il faille sauvegarder les intérêts américains par la force, donc la paix par la force. Et donc, on ne peut accuser l'Ukraine ou la Russie par ici
et magnifier les États-Unis par là. Et si ce monde-là qui nous est présenté aujourd'hui de cette façon hideuse est magnifié par certains juristes qui qualifient, n'est-ce pas, l'action, qui condamnent l'action de la Russie et magnifient l'action des Amériques et d'Israël au niveau de l'Iran, on voit bien que c'est du deux poids deux mesures et on ne peut aucunement avoir la paix. Et donc, les négociations, pour me dire, pour me répéter de façon laconique, c'est que la paix ne peut poindre à l'horizon que par la volonté des hommes, qui ont à cœur, n'est-ce pas, le prochain. Mais je voudrais un peu que on insiste sur le Make America Great Again. Justement par la force, la paix par la force, aller conquérir. Donald Trump est allé au Venezuela, Donald Trump est en Iran, Donald Trump sera où demain pour aller conquérir un territoire. Est-ce que on a fait une émission ici sur les Nations Unies qui devait se reformer, se repenser. Est-ce que Donald Trump tient compte de l'ordre établi? Votre question, elle est plutôt pertinente dans la mesure où elle met le doigt où ça fait mal. Les États-Unis, Donald Trump en l'occurrence, ne considère aucunement une institution internationale. C'est lui l'institution internationale. Non pas lui en tant qu'intuitif personnel, lui en tant que président d'un pays qui est le gardien ou alors le gendarme du monde. Et donc l'ONU, ou les Nations Unies, pour ceux qui veulent l'appeler ainsi, est sous la coupole américaine. Et donc elle ne peut agir parce que les États-Unis ont décidé que voilà comment il faut agir. On voit bien, n'est-ce pas, ce comportement-là avec une autre institution majeure pour la communauté internationale, la CPI. On voit des magistrats ou bien des juristes qui ont osé, n'est-ce pas, pointer du doigt les États-Unis quant à leurs agissements sur certains théâtres d'opération. Ils ont été mis sur le banc des accusés au point de ne plus avoir accès aux simples services de base qui garantit, n'est-ce pas, l'existence de l'homme. C'est-à-dire que chacun aujourd'hui est en droit d'avoir une carte bancaire et utiliser le système américain pour, n'est-ce pas, subvenir à ses besoins quotidiens. Mais aujourd'hui, ils sont réduits à rien. Ils n'ont plus, n'est-ce pas, accès aux services américains parce qu'ils ont été mis dans un embargo à nul autre pareil. Vous voyez ici que les États-Unis travaillent pour sauvegarder ses intérêts, sauvegarder son image, partout où besoin sera, peu importe les moyens qu'elle doit utiliser ou qu'il doit utiliser, ils vont le faire. Et donc, vous convoquez le président Maduro, vous convoquez la prophétie qui d'autre. Je pense que si le signal qui a été lancé à la scène internationale, qui a trouvé, n'est-ce pas, un acquiescement international aussi, parce que personne n'a osé, du moins personne, c'est une manière de parler, mais plutôt il y a un président, je pense, colombien qui a condamné cela. Donc, la communauté européenne, pour ne prendre que cet exemple-là, a magnifié, n'est-ce pas, l'arrestation du président Maduro qui a été pris en flagrant délit, n'est-ce pas, du sabordage du droit international. Et donc, que voulez-vous si il arrive demain qu'au regard, n'est-ce pas, des problèmes qui pourraient émerger entre l'Espagne, puisque l'Espagne est en train de condamner ce qui se passe au niveau de l'Iran, entre l'Espagne et que les États-Unis décident de venir porter, n'est-ce pas, et la royauté et le Premier ministre espagnol pour les punir, n'est-ce pas, des positions qu'ils auraient prises. Est-ce que dans vos propos, vous ne constatez pas que le président Donald Trump ne s'est pas rendu compte que le monde a évolué? Non, le monde, c'est nous qui ne nous rendons pas compte que les États-Unis considèrent que le monde a évolué selon leur prisme. On ne peut aucunement lire l'évolution du monde en déphasage des horizons que les États-Unis se sont fixés.
vous voyez qu'ils s'appuient, n'est-ce pas, sur la doctrine de Monroe, qu'ils ont améliorée au point de produire un document qui définit la sécurité nationale américaine. Et quand vous lisez, ce n'est pas que national, puisqu'elle identifie la nation ou bien la sécurité nationale comme étant le monde entier. Elle doit sauvegarder le monde entier, ses intérêts partout où cela se trouve. Et donc, c'est notre vision, nous, qui doit changer et rejoindre, n'est-ce pas, la vision que eux, ils ont mis sur la place publique. Donc, on ne peut aucunement considérer que Donald Trump est en déphasage avec sa vision. Au contraire, il est en total accord avec ce qu'ils se sont fixés comme objectif. Il est en total accord avec ce que les États-Unis font de mieux. C'est à nous de revoir, n'est-ce pas, nos positions et de condamner quand cela est nécessaire. Si, déjà, ils sont en droite ligne avec leur idéologie. Hein. Je ne pense pas qu'ils aient signé un décret, non pas un décret, un accord qui, n'est-ce pas, les condamne s'ils agissent comme ils sont en train d'agir. Donc le droit international qu'on ne fait que brandir, est-ce que les États-Unis sont partie prenante de ce droit international-là? Je doute fort. Ils n'ont pas ratifié, n'est-ce pas, c'est un traité qui fragiliserait leur souveraineté nationale. Et donc c'est en cela qu'on voit, n'est-ce pas, une lecture prospective des États-Unis quant à ce qu'ils ont planifié le monde et ils savent où ils vont. Aujourd'hui, on parle du plan 2025 qui a été adapté avec la philosophie Monroe qui a évolué jusqu'ici. On voit, n'est-ce pas, le besoin des États-Unis de fragiliser le monde avec une puissance à une autre pareille qui va établir, n'est-ce pas, sa toute puissance sur la scène internationale, qui va, n'est-ce pas, taire le droit, mais faire de la force un élément pour ramener la paix. Et il y a déjà quelques exemples. Hein. Il prend, pour exemple, le traité qu'il a signé entre le président Kagame et celui du Congo, Koweït, et j'en passe. Et donc les États-Unis, ils ont déjà quelques éléments pour magnifier, n'est-ce pas, ce plan 2025 qu'ils ont mis en place pour ramener la paix dans le monde. Est-ce que ça ne risque pas d'être un rejet des États-Unis par les nations, par les peuples, au vu de conquérir l'économie, de conquérir le pétrole par la force, de faire la paix par la force? Est-ce que les États-Unis ne seront pas rejetés finalement? Et là, est-ce que l'Europe ne pourrait pas jouer le paravent de ces rejets des États-Unis? Au risque d'être péremptoire, je pense que l'Europe n'a aucun élément pour bousculer les États-Unis dans leur lancée. L'Europe n'a aucun élément. Si je prends pour référence, n'est-ce pas, les deux puissances européennes, l'Allemagne et la France, on voit bien comment ils se comportent quand ils sont face à l'ogre américain. Et donc, on ne peut aucunement considérer que l'Europe ou alors les pays faibles vont, n'est-ce pas, faire changer de point de vue aux États-Unis. Je comprends bien votre volonté de vouloir unir les faibles pour faire face à cette dualité des forces, à ce duo, non pas dualité, à ce duo de forces, à savoir l'Iran, non pas l'Iran, l'Israël et les États-Unis qui sont dans un duo pour dominer, n'est-ce pas, la scène internationale au mépris du droit international. Ils ont considéré que c'est la force qui doit régir le droit international et ils sont allés dans sa praticité. Et c'est, n'est-ce pas, à l'Europe qui, porteuse de valeurs internationales, garante, n'est-ce pas, de la démocratie. Et on voit bien où est-ce que cette démocratie-là nous mène, au point de s'aborder, n'est-ce pas, les volontés des peuples, s'aborder les volontés des peuples et au bénéfice, n'est-ce pas, de quelques idéologies qu'on voudrait implémenter dans les territoires qu'on aurait choisis pour la sauvegarde de nos intérêts. Et donc, non, je suis quelque peu dubitatif quant à la force de l'Union européenne qui est reléguée ici au second plan. Je suis quelque peu dubitatif quant aux intérêts qui régissent les relations internationales et les intérêts qui sont
pour le moins convergents en fonction des positions des uns et des autres, au regard, n'est-ce pas, de la Russie et des États-Unis. Vous êtes sans ignorer qu'à l'heure où nous faisons cette émission, le président Donald Trump a revu l'embargo sur le pétrole russe parce qu'il est en porte-à-faux avec ce qui se passe au niveau du détroit d'Ormuz et le monde qui va à volo dans la mesure où les produits pétroliers ont pris un gap au niveau, on connaît une certaine inflation au niveau du commerce international aujourd'hui. Et donc, une stratégie, c'est s'allier à son précédent ennemi. Et quoi de mieux que pour le président Poutine d'accepter cette manne que le président ukrainien a déjà évaluée à 10 milliards de dollars en un mois, puisque l'embargo ne veut... la fin, du moins si on peut qualifier ça de fin, des embargos, c'est sur un mois. Et donc le président ukrainien a considéré que c'est 10 milliards de dollars que le président Donald Trump octroie comme manne pétrolière à la Russie pour consolider, n'est-ce pas, ses positions et consolider sa lutte au niveau de l'opération militaire spéciale. Vous voyez que les intérêts fragilisent, n'est-ce pas, les discussions pour l'avènement d'un monde que chacun, une personne personnelle lambda, souhaiterait. Et vous voyez les BRICS qu'on a magnifiés par le passé comme étant cette institution-là qui va venir égaliser les forces au niveau international, qui va venir nous aider à porter la voix des plus faibles, à faire entendre la voix des personnes qui, ou alors des nations qui n'ont pas droit au chapitre au niveau de la communauté internationale. Mais les intérêts ont fragilisé cet élan-là parce qu'aujourd'hui, l'Inde est en porte-à-faux avec la philosophie des BRICS. Elle est plutôt d'accord de soutenir les États-Unis quant à ce qu'un membre des BRICS, bombardé, sabordé dans sa politique intérieure par les États-Unis, l'Inde a décidé de soutenir les États-Unis. Ce qui met à mal, n'est-ce pas, la position russe, qui voit en cet acte du président Modi, comme, pas Modi, qu'on me comprenne bien, le président Modi, qui voit en cet acte-là une trahison, qui trahit les BRICS. Et donc, c'est dire que les intérêts, si on prend cet élément-là, qu'on met de côté et qu'on ne le met pas de plein pied... BRICS, puisque l'Inde, c'est un pays qui a une population aussi pareille à la Chine, je pense que le président Modi est en train de positionner l'Inde comme un pays qui doit compter parmi les grands de ce monde, la Chine, la Russie, les États-Unis et l'Inde. Si c'était le cas, je pense qu'il devait le faire en toute souveraineté. Mais sauf qu'ici, quand on analyse, n'est-ce pas, l'acte du président Modi et le discours qu'il a prononcé, je perds un peu les mots prononcés pour vous faire ici citation de son propos. Et vous m'en excuserez. Mais le fond de ce qu'il dit, c'est condamner l'Iran parce qu'ils sont pourvoyeurs des terroristes au niveau du Pakistan et j'en passe. Le dire, c'est condamner déjà un membre des BRICS. Si je me souviens bien, l'Iran est partie prenante de cette institution internationale-là. Et le faire ainsi sans consulter, n'est-ce pas, les autres forces majeures de cette institution-là, c'est déjà fragiliser même la capacité de cette institution-là à faire valoir ses intérêts dans la mesure où ils ne peuvent aucunement s'asseoir sur une question majeure. Et donc l'Inde ici va cavalier seul pour, n'est-ce pas, sauvegarder une fois de plus ses intérêts, comme vous le dites, et avec raison. Mais maintenant, au regard de ce que les États-Unis nous proposent pour l'avènement d'un monde régi par la force, on voit bien qu'il faut y prendre position si on a considéré que les États-Unis sont les plus forts de ce monde. Et donc, il faille bien prendre position aux côtés des États-Unis, ce que je doute fort. Mais revenons un peu sur l'avenir énergétique, puisque c'est le noyau de toutes ces guerres. L'Europe s'était fixé un objectif ambitieux de transition verte. La crise énergétique liée à la guerre a rabattu les cartes.
entre le nucléaire, le gaz, considéré comme durable par la taxonomie, et les renouvelables, l'Europe a-t-elle une stratégie énergétique cohérente ou navigue-t-elle à vue? Je pense que l'Europe navigue à vue. Elle navigue à vue par volonté, par volonté manifeste de délaisser, n'est-ce pas, cette souveraineté énergétique au profit des États-Unis. Vous voyez, n'est-ce pas, le conflit qui se passe au niveau de l'Ukraine, qui a plongé l'Europe dans un déni de fraternité, dans un déni, n'est-ce pas, de géographie même qui constitue l'Europe, au profit de celui qui tisse les ficelles depuis l'édiction, depuis la publication, n'est-ce pas, de son manifeste qui n'est que le prolongement de sa politique basée sur la théorie de Monroe. Et donc, l'Europe a délaissé, n'est-ce pas, sa souveraineté au profit des valeurs qui ne sont pas les siennes. Là où les États-Unis voient leurs intérêts en termes de finances, en termes économiques, en termes de magnificence, même déjà du nom américain, l'Europe, elle voit plutôt la capacité qu'elle aura à être l'accompagnateur du superpuissant et fragilisant ainsi ses intérêts au niveau de la Russie, où elle avait un pétrole à vil prix. Mais accompagner, comme vous le dites, accompagner le plus puissant, mais ce plus puissant qui met l'Europe vraiment à côté. Mais je ne sais pas si l'Europe n'a pas des lecteurs, ou alors des chercheurs, ou alors des think tanks, mais ce document, il est public. Ça a été publié à la Maison-Blanche, par la Maison-Blanche, le plan 2025 américain. Et donc, la politique nationale de sécurité nationale américaine, à l'horizon, pas à l'horizon, au regard de la date 2025. Et donc, si moi, j'ai pu lire ce document-là, j'ai pu lire ce que les États-Unis, les think tanks américains pensent de la situation politico-administrative, religieuse et j'en passe de l'Europe, font un constat glaçant au point de dire que l'Europe manque, n'est-ce pas, de véhémence en termes de régulation de leurs intérêts au niveau international. Ils n'ont plus cette pleine capacité-là à sauvegarder leurs propres intérêts. C'est dire ici que l'Europe est régie non plus par son idéologie, mais est régie par l'idéologie américaine. On voit bien, n'est-ce pas, cette posture défaitiste-là dans, n'est-ce pas, l'édification d'une force européenne qui est, n'est-ce pas, toujours sous la coupole américaine. Et donc, quand je parle que ses intérêts sont fourvoyés par ses propres individus, par ses propres citoyens, par ses propres politiciens, c'est dans la mesure où on délaisse un pan de la souveraineté qui nous était garanti au niveau de la Russie pour aller acheter quelque chose, une ressource énergétique qui est à des prix battants, non pas battant toute concurrence, mais à des prix astronomiques, au point de dire que par respect de la parole donnée, on ne va plus acheter le pétrole russe, mais plutôt le pétrole américain. Et ce pétrole américain-là, où est-ce qu'il le tire? On voit bien que le président américain a décidé de s'accaparer le pétrole international. Le pétrole mondial appartient aux États-Unis. On voit bien, n'est-ce pas, la force des États-Unis à aller s'accaparer les richesses des autres. Et c'est pourquoi, n'est-ce pas, l'établissement des bases militaires américaines sur la scène internationale pose question. Est-ce que ces bases-là ne sont là que pour préparer, n'est-ce pas, le terrain afin que les États-Unis viennent, le moment venu, s'accaparer les richesses dans un territoire qui ne leur appartient pas. On voit bien qu'ils ont voulu s'accaparer le Groenland. On voit bien qu'ils ont voulu annexer le Canada. Où est-ce que les États-Unis vont s'arrêter? On ne sait pas. Mais la politique édictée depuis 2025 montre que le regard que les États-Unis portent sur le monde, c'est un regard global
qui n'est plus régi par le droit international, mais qui est régi par le droit de la force. Et c'est eux qui le disent, la paix par la force. L'énergie est devenue une arme géopolitique, mais aussi un enjeu social. La transition verte, actuellement très coûteuse, ne risque-t-elle pas de créer une Europe à deux vitesses, où seuls les plus riches pourront se passer des énergies fossiles? L'Europe est déjà à deux vitesses. L'Europe est à deux vitesses, non pas parce qu'elle l'aurait voulu, mais parce que la politique qu'elle mène, qui n'est pas édictée par son bon vouloir, mais plutôt imposée par un regard états-unien, plonge, n'est-ce pas, cette institution-là dans quelque chose qu'elle n'aurait pas souhaité si elle avait été lucide dès le départ. Vous voyez ici que le plan Mercosur, l'accord Mercosur, l'accord transatlantique qui a été combattu, n'est-ce pas, par les citoyens européens encore en phase avec les valeurs et l'idéal européen, on voit bien que cela met à mal non pas le bas peuple, cela met à mal non pas que le bas peuple, j'ai envie de dire, cela met à mal aussi, n'est-ce pas, ces politiciens qui n'arrivent plus à être indépendants, n'est-ce pas, de cette institution internationale qu'on peut qualifier aujourd'hui les États-Unis. Les États-Unis sont, n'est-ce pas, l'émanation même, ou alors la mère fondatrice, n'est-ce pas, de l'ONU, puisque elle s'arroge, n'est-ce pas, les prérogatives qui reviennent à l'ONU pour l'instauration de la paix dans le monde. Et la sauvegarde de la paix dans le monde, c'est un levier sur lequel les États-Unis se basent aujourd'hui pour dompter les peuples. Et donc l'ONU est reléguée au second plan. Vous voyez ce qui se passe au Moyen-Orient. Kenini, on ne voit ni l'ONU, ni l'Union européenne. On ne fait que dans le relais, n'est-ce pas, des positions américaines sur ce conflit-là. Et donc, c'est dire que l'Union européenne, sa population, ses institutions sont portées en faux quant aux objectifs qu'elle se fixe. Et donc, on est déjà dans une population divisée sur le plan économique parce que d'aucuns subissent l'inflation, d'autres profitent du chaos qui sévit dans le monde. D'aucuns subissent les affres de la guerre, d'autres fomentent les coups pour envoyer les autres à la guerre. Et donc, vous voyez ici que ça dépend de la position que vous avez choisie en Europe et des intérêts toujours que vous combattez. C'est Trotsky qui nous disait, dans cette situation, il faille que les pauvres s'unissent pour l'avènement d'un monde meilleur. Et donc, prolétaires de tous les pays du monde, comme disait Trotsky, unissez-vous. C'est sur ces mots que s'achève cette émission. Je remercie M. Etoga pour l'éclaircissement et le discernement qu'il a apporté sur le sujet de l'Europe. Trouver un équilibre entre ouverture commerciale et protection, entre ambition climatique et réalisme industriel, entre soutien à l'Ukraine et stabilité interne est encore un long chemin. Merci de nous avoir suivis.